Rachel Zegler est super bien castée pour le live-action de Blanche-Neige. C'est juste qu'elle aurait pas dû jouer le rôle principal, elle aurait été parfaite en grincheux, vu que comme lui, elle trouve l'amour grotesque et dégoûtant. Et vu que, de toute façon, on a supprimé les nains, c'est pas déconnant de lui laisser jouer un rôle qui semblait avoir été taillé pour elle. Aujourd'hui, on revient sur l'adaptation du Conte des Grimm par Disney en 1937, et forcément, je vais parler de la polémique autour des changements sur le live-action qui doit sortir en 2024. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Difficile d'être passé cet été à côté du bordel autour de la production du live-action de Blanche-Neige et pas de nains, depuis justement le choix de passer à un cast égalité et diversité en lieu et place des 7 nains après la crise de nerfs piquée par Peter Dinklage, mais aussi du choix d'une actrice latina pour le rôle principal qui a, si je puis dire aussi, fait couler beaucoup d'encre. Mais entre Peter Pan et la petite sirène, ça devient un petit peu la routine chez Disney. Et donc début mois d'août, la série de sortie absolument lunaire de la part de la jeune actrice qui aurait bien besoin d'un coach en relations publiques vu les outrages causés par ses déclarations. Alors pour être honnête, appuyée par Gal Gadot, donc elle est pas toute seule dans la connerie, la Raquel, et Gal Gadot qui joue donc la vilaine reine. Bien, alors les acteurs ne sont pas toujours très doués pour analyser les rôles, clairement, donc il y a un problème d'analyse du film source, un problème de compréhension du conte d'origine, et puis aussi pas mal de mauvaise foi de la part de tout ce petit monde, vu les récentes adaptations de l'histoire, donc on va revenir un peu sur tout ça. Pour replacer, qu'est-ce qui ne va pas dans les déclarations de Rachel, hormis son ton blasé condescendant qui a tapé sur les nerfs de pas mal de monde, vu la très jeune carrière de l'actrice. On a eu droit à Blanche-Neige ne va pas être sauvée par le prince, qui est un immonde harceleur dans le film d'origine. Ça n'est donc pas une histoire d'amour, et elle doit devenir le leader que son père voulait qu'elle soit pour son royaume et son peuple, parce que le film, tout ça, c'est daté, c'est vieillot, tout ça, c'est pas féministe, vive à Blanche-Neige président. Rachel, ma cocotte, faut que tu te replonges dans le matos de base et dans les autres adaptations, parce qu'entre le Blanche-Neige de 2012, où Blanche-Neige, jouée par Lily Collins, devenait le leader d'un groupe de nains devenus brigands avant de, tiens comme c'est curieux, devenir le leader du royaume, et le Blanche-Neige et le chasseur de 2012, décidément, où Blanche-Neige se la jouait Jeanne d'Arc et devenait, je vérifie mes notes, le leader du royaume, on ne peut plus dire que le projet que tu nous proposes soit trop frais ni trop original. Par contre, je note que dans ces deux adaptations, la question d'un prince et d'une histoire d'amour, ou des nains d'ailleurs, n'a pas été un problème, même si fait avec des variantes, alors que les deux films ne sont pas une adaptation du premier film d'animation de Disney, et que donc, en théorie, ces films tiendraient davantage du matériau source que serait la version des frères Grimm parue en 1812. Entre nous, c'est pas vraiment le cas, mais par contre, si je me penche sur le conte, mes petits chéris, oh surprise, Blanche-Neige n'a jamais été une histoire d'amour. Donc, ne pas faire une histoire d'amour sur Blanche-Neige, c'est ok en fait, vous pouvez y aller à fond, mais pas quand tu fais l'adaptation du live-action du film de 1937, qui a fait, lui, le choix, en effet, de nous vendre de la romance et du rêve, aussi dégueulasse cela peut-il paraître à certains et certaines aujourd'hui. Et oui, c'est daté, c'est cucu dans le style, il y a des colombes et des bons sentiments, mais c'est à remettre dans son contexte historique, et en dehors de ça, est-ce qu'il ne faut pas voir au-delà du daté pour s'intéresser à des valeurs a priori universelles, qui sont généralement la force d'un conte de fées, qui peut, de ce fait, transcender les cultures, les époques et même les genres, parce que oui, une petite fille peut rêver sur Aladdin et un petit garçon peut s'enthousiasmer sur La Belle au bois dormant. En tout cas, si les images frappent, c'est parce qu'elles parlent à notre inconscient et à notre imaginaire, forcément, et même avec un costume de quiche et des talons dans la forêt. D'ailleurs, s'il y avait une chose, à mon avis, à faire sauter, c'était bien le costume de quiche, si tu veux moderniser Blanche-Neige. Mais bizarrement, ça, ils ont l'air d'avoir gardé, parce qu'ils ont peut-être déjà les costumes dans le Disney Store, j'imagine, enfin, c'est une hypothèse. Alors, le film de Disney, justement, qui est, on le rappelle, un tour de force et un sacré coup de poker de la part de Walt Disney, que tout le monde essayait de dissuader de faire ce film. La folie de Disney. Voilà comment était surnommé le projet. Un projet passionné et passionnel qui a été ovationné lors de sa sortie par le public qui n'avait jamais vu ça. Enfin, imaginez l'effet de Avatar de Cameron dans les salles et qui avait été encensé
financé par Eisenstein et Charlie Chaplin. Ce film a fait le studio Disney et permis tous les films d'animation que l'on a pu voir après jusqu'à aujourd'hui. La production du film se situe dans le contexte de l'entre-deux-guerres, mais surtout de la Grande Dépression, période où les temps sont durs pour de nombreux Américains et où le besoin de rêver et d'attendre des lendemains qui chantent est réel. Et c'est finalement le mantra de ce film, qui se cale entre un puits à souhait et un château dans les nuages, a castle in the sky, expression anglaise de l'ordre de bâtir des châteaux en Espagne, rêver l'impossible. Et en passant surtout par un moment méta où Blanche-Neige va faire rêver les nains, c'est-à-dire les marmots, et nous aussi au passage, à leur demande en leur racontant son propre conte de fées, avec à la clé une histoire d'amour, si possible avec bisous, parce qu'apparemment à l'époque ça ne dégoûtait personne, et que c'était en effet le choix de Disney de faire rêver les petits et les grands avec une histoire d'amour, parce que ça fait vendre. On remarquera d'ailleurs que après un passage à vide de Disney qui était quand même franchement dans la panade financièrement, ce qui a permis de sauver le studio, ça a été lors de la renaissance Disney, les histoires d'amour apparemment trop dégoulinantes, dégueulasses et datées que sont La Petite Sirène, La Belle et la Bête, etc., etc. Donc je rappelle, ça fait vendre. Et peut-être que quand Disney va finir par se retrouver véritablement dans la mélasse avec tous ces projets qui tombent à l'eau, ils vont plus trouver que c'est si dégueulasse de nous ressortir des histoires d'amour. Ça reste entre nous, mais à mon avis, ça va revenir. Il faut distinguer d'une part entre le public enfantin, à qui est destiné le film, et qui du coup se voit nourri de valeurs, qui a priori ne devraient pas faire hurler, et qui sont le travail, c'est dégueulasse, la résilience dans l'adversité, que fait la police, l'hygiène, facho, se méfier des inconnus et de leurs cadeaux, ça doit être raciste, et sens de la politesse, je crois que j'ai vomi. À ça, il faut ajouter dans un contexte Amérique puritaine des valeurs de foi chrétienne, vu que Blanche-Neige n'oublie pas de faire sa prière, ce qu'elle fait aussi dans le conte d'ailleurs, mais ça encore, c'est dans l'esprit routine éducative pour un gosse de l'époque dans une Amérique protestante, rien de bien surprenant normalement. Et puis niveau public, il y a aussi les femmes. Alors, en effet, elles viennent de s'affranchir les nénettes parce qu'elles votent, elles vont au turbin, surtout depuis la Première Guerre mondiale, mais c'est pas tous les jours la fête à la cafette non plus parce que double journée et charge mentale, ça aussi, c'est dans le package, ça fait partie de ce qu'elles ont découvert. Et puis en plus, grande récession, conditions de vie précaires, et c'est pas étonnant non plus que les demoiselles se prennent à rêver de rencontrer un prince charmant qui vienne les démerder, les aider dans leur panade, et en dehors de ça, ça peut surprendre, mais se marier restait à l'époque la norme. Alors shocking, elles osent rêver se marier avec un type fiable qui gagne bien sa vie et où il y a en plus un amour réciproque. C'est pittoresque certainement pour nous aujourd'hui, mais figurez-vous qu'une majeure partie de l'humanité aspirait à être en couple. Je sais quelle bande de barbares. Alors Rachel, elle lance comme une boutade que le personnage du prince risque d'avoir ses scènes coupées parce que c'est Hollywood, ma chérie. Encore une fois, pourquoi pas Rachel si tu adaptes le conte de Grimm? Parce que le prince y est en effet une note de bas de page, n'arrivant qu'à la dernière minute, et que s'il contribue à délivrer Blanche-Neige du sort de la reine, ce n'est que parce que dans le transport du colis, Blanche-Neige te fait un petit peu trop secouer les miches par les livreurs et a droit à une espèce de manœuvre de Heimlich qui lui décoince la pomme qu'elle avait coincée en travers de la gorge. Le prince n'est pas tant là en fait pour libérer Blanche-Neige que pour servir de point de repère par rapport à l'histoire des deux femmes protagonistes, mais j'y reviendrai. Par contre, et c'est toujours là où le bas blesse, Rachel, tu ne peux pas faire sans le prince dans une adaptation du film de 1937. En effet, lorsqu'on découvre Blanche-Neige, elle nous formule direct ce qu'elle attend de la vie, c'est-à-dire l'amour, et heureux hasard, déboule alors comme par miracle la figure de l'emploi, ça te donne les motivations du personnage dès le début. Et puis il y a le plan quasi infaillible de la reine, hormis les petites lignes en bas de page de la recette, qui précise qu'un doux baiser d'amour est le remède à tout ce bordel. Ne parlez même pas de consentement pour cette histoire, je ne rentrerai pas là-dedans et je pense que vous savez ce que j'en pense. Donc obligé d'avoir le prince de retour en fin de partie. Oui, parce que si la reine elle lance son sort, c'est aussi parce qu'elle commet la grave erreur, comme Rachel, de penser que l'amour véritable, c'est Burke, c'est has-been, c'est cacaproute, ça n'a rien à foutre dans cette histoire. Elle aime pas les hommes elle non plus. Donc c'est plié, Rachel, dans le Disney de 1937, tu peux pas faire sans le prince. Et vu le prince en question, crois-moi que ça me coûte de le dire, vraiment, voilà. Parce que le prince, il envoie moyennement du rêve. Je te l'accorde.
Autre objection de Rachel et autres donneurs de leçons sur le 1937, ce film est un immonde remugle misogyne, ça pue. Eh ben je dirais non. Et pas non plus dans le conte original. Une reine qui gouverne le royaume, qui est puissante, crainte et qui domine l'histoire d'un côté, et un personnage féminin dont les qualités de cœur lui permettent de finir triomphante de l'autre, bah c'est pas une histoire misogyne. Non, parce que en effet, s'il y a un problème sur la représentation de la femme, il ne se situe pas tout à fait du côté de Blanche-Neige, mes petits bichons, mais ça aussi, on va y arriver. Alors ok, Blanche-Neige, c'est vrai, elle kiffe faire le ménage et les tartes aux groseilles dans son cottage en coloc en compagnie de ses animaux. Parce que dans l'univers soi-dit féministe, les femmes ne toucheront plus un balai ou un manche de casserole. C'est réaliste ça ? Moi je me demande d'avoir le bordel si c'est ça qui va se passer, parce que ça n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Même si tu vis toute seule, faudra bien que tu ranges chez toi. Enfin, je vois pas comment on peut s'en sortir. Va pas y avoir des robots partout pour faire le boulot. Et qu'on m'explique à la télé le succès des émissions de pâtisserie, du type Bachelor, les livres de rangement et de ménage malin, les super nannies éducatives qui te font discipliner ta bande de nains, de gamins. Tout ça aussi, c'est patriarcat, c'est dégueulasse, etc. Donc on n'a pas beaucoup évolué en fait. Je pense que c'est assez clair. Alors que si tu y regardes de plus près, c'est pas les rôles féminins qui prennent cher, ce sont les rôles masculins, beaucoup plus que les femmes dans cette histoire. Le père / le roi, absent, mort, capoute, on n'y fait même pas allusion dans le film. Le prince, pas de personnalité, et ses apparitions, elles sont loin de t'évoquer une masculinité toxique, je suis désolée. Non, le prince n'est pas toxique, c'est le prince, Voilà, il a l'air gentil. C'est tout ce que j'ai à dire de lui, pour être méchante. Le chasseur, qui lui fait beaucoup plus viril. C'est une petite chose qui a rien rend tout ému et qui est un gros incompétent en fait. Et les nains, alors littéralement des hommes diminués, des personnalités tellement complexes qu'elles tiennent en un adjectif qui leur sert de prénom, une troupe d'enfants attardés, incapables de s'occuper d'eux-mêmes apparemment, donc on se demande comment ils ont survécu tout ce temps, et qui malgré la masse de diamants et de rubis qui déterrent tous les jours dans leur grotte, n'ont visiblement pas les moyens jusqu'à Blanche-Neige de se payer une femme de ménage. Ce qui était un choix assez culotté de la part de Disney parce que dans le conte original, la maison des nains, elle est décrite comme parfaitement tenue et impeccable. Et s'ils demandent à Blanche-Neige de devenir la gouvernante, ce n'est après tout que pour les rembourser du gîte et du couvert. Donc c'est une transaction parfaitement honnête de leur part en fait, avec des valeurs de services rendus, de travail, etc. Mais comme aujourd'hui tout se perd ma bonne dame, personne ne le comprend plus. Alors elle fait quoi sinon toute la journée Blanche-Neige ? Dans une version moderne, possiblement elle devient queen Instagram en postant ses recettes, moi je veux bien, mais là c'était pas l'époque Instagram. Donc non, clairement tous les hommes sont représentés comme peu fiables, absents, incompétents, hormis le bisou du dernier moment, ça le prince a assuré la seule chose qu'on attendait de lui et encore, on vient le lui reprocher aujourd'hui à ce pauvre chéri, et c'est lourdement mis en scène par la reine elle-même qui a compris que tu ne pouvais rien faire dans le royaume si tu ne le faisais pas par toi-même, on peut pas te compter sur les mecs, c'est pas possible, et qui a ces scènes incroyables avec les squelettes des hommes qu'elle a vraisemblablement laissé crever dans ses cachots, j'ai une hypothèse comme quoi le roi fait partie du lot, et où elle se fout de leur gueule et leur met des coups de pied. Émasculation totale dans Blanche-Neige, hello Le prince n'est qu'un outil, je le rappelle, il n'a pas de nom, pas de personnalité, il est là juste pour faire le bisou de la dernière seconde, le Deus ex machina. Alors qu'à côté de ces types-là, les femmes tiennent finalement le haut du pavé en matière de personnalité et d'autodétermination si on compare les torchons et les serviettes. On sait très clairement ce que les femmes veulent là-dedans et c'est leur désir à elles qui fait avancer l'histoire. Vous me direz, attention, il y a le miroir. C'est en effet un choix d'avoir collé une voix masculine à ce miroir que tu pourrais du coup lire ou interpréter comme une voix du patriarcat intégrée par la sorcière. Mais rien dans le conte ne stipule que la voix est nécessairement masculine. D'ailleurs, dans la version avec Lily Collins, Julia Roberts, qui joue la méchante reine, parle avec son propre reflet jeune. Cela pourrait finalement être une voix de femme ou une voix intérieure. C'est dans le Disney d'ailleurs, davantage qu'un homme, un masque de théâtre, car le film est très ancré dans la théâtralité du muet, qui venait directement d'une façon de jouer qu'on a peine à imaginer aujourd'hui au théâtre et qui était très excessive et surjouée. Si vous avez l'occasion de tomber sur un des enregistrements type Sarah Bernard, c'est édifiant. Et qui est parfaitement incarné finalement par la reine, qui la joue à l'ancienne, face à une Blanche-Neige moderne, qui est une succédanée de Betty Boop et qui représente la nouvelle garde, un conflit de générations parfaitement illustré dans l'interprétation des deux femmes, leurs vêtements, maquillage, costumes et leur voix. Car c'est ça en fait le nœud de l'histoire, c'est le conflit générationnel et
la représentation des 3 âges de la femme. Ce conte s'appelle Blanche-Neige, mais dans le conte comme dans le film, Blanche-Neige est un objet davantage qu'un sujet de son destin. Lui donner des velléités d'amour est même, de la part de Disney, un cadeau, car dans le conte, elle veut rien, à part qu'on lui laisse la vie sauve, parce qu'elle est après tout une toute jeune fille, à peine sortie de l'adolescence, voire prépubère, avec face à elle une femme qui voit sa jeunesse lui échapper et va vraisemblablement entrer dans sa ménopause ou sa périménopause. L'histoire parle de beauté, mais il faut comprendre que la beauté, déjà à l'époque et malheureusement toujours quand même beaucoup de nos jours, est avant tout celle de la jeunesse qui seule va rendre une femme désirable. Blanche-Neige entre dans l'ère du désirable alors que la reine, elle est en train d'en sortir, ce qui est insupportable pour elle et bien entendu un combat perdu d'avance tant que beauté égale jeunesse. Les critiques de la plupart des versions de Blanche-Neige font toujours d'ailleurs la remarque très juste que la reine de Disney, Charlize Theron ou Julia Roberts sont toujours plus belles et plus sexy que la Blanche-Neige qui se trouve en face d'elle. Et je dirais oui c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut que ce soit casté. Parce que la tragédie de la reine est qu'elle est toujours belle en fait, mais qu'elle perd de sa valeur alors qu'elle est en train de perdre en jeunesse. Tandis qu'elle est en train de voir l'enfant qui vit sous son toit devenir une rivale contre laquelle elle ne peut pas lutter, quels que soient les artifices qu'elle va employer. Et ce n'est pas pour rien que dans le conte, avant de passer par la pomme, elle recourt à 2 autres tentatives d'assassinat qui sont des représentations de la beauté et de la manière dont les femmes se tuent, parfois littéralement, au nom de la volonté de rester jeune et belle. Ici, dans le conte, ce sera un corset et un peigne. Et d'ailleurs, dans l'adaptation avec Lily Collins, on voit Julia Roberts en train de se concocter toutes sortes de recettes de beauté improbables et franchement dégueulasses. C'est avec des chaussures également que la reine est punie à la fin du conte de Grimm. Et si vous avez déjà succombé, mesdames, à une jolie paire de stilettos pour faire vos belles et souffert le martyre le reste de la soirée, vous comprendrez très bien le supplice qu'endure la reine à la fin de l'histoire. Que ce soit les décoctions à base d'or, les fonds de teint à la céruse, les régimes en tout genre, les troubles alimentaires, pieds bandés, corsets, autres, enfin ce que vous voulez, les femmes n'ont jamais manqué une occasion de se faire du mal ou de s'infliger les pires sévices. Alors oui, certes, le désir de plaire aux hommes joue là-dedans, mais visiblement les hommes n'ont jamais eu de problème à évoluer dans leur goût, voire même à trouver désirable une femme pas maquillée en basket, et ce qui s'est toujours tramé là-dedans reste une certaine forme de vanité, la course effrénée à rester jeune et désirable, et la rivalité entre femmes. Du coup, lorsque la reine perd sa beauté dans le film de Disney, c'est d'ailleurs de ses propres mains, avec son filtre magique, et il est tragiquement ironique que pour tuer sa rivale, elle va sacrifier ce qui compte le plus pour elle, c'est-à-dire toute sa beauté. Ses cheveux, sa silhouette, son visage, sa voix. Moralité, qui veut trop faire la belle fera la bête, et quand on voit la plupart de nos stars vieillissantes sous le bistouri, c'est malheureusement toujours bien trop vrai. D'ailleurs, une interprétation du Disney est aussi que la raison pour laquelle Blanche-Neige est plus belle que la reine, c'est pas tant pour son physique, mais pour sa beauté intérieure. Je pose ça là. Blanche-Neige est la plus belle parce qu'elle est belle intérieurement, tandis que la reine, elle est moche à l'intérieur. Si je reviens sur le miroir est là moins pour jouer le rôle du patriarcat, à mon sens, que le fait que les 2 femmes sont un miroir l'une de l'autre. Que l'histoire, elle est condamnée à se répéter parce que Blanche-Neige, finalement, elle deviendra un jour une mère, elle vieillira et qu'une plus jeune viendra et sera à son tour plus belle qu'elle. La sagesse tient, en fait, à accepter cet ordre des choses. La reine, du coup, est une espèce de rebelle et le personnage le plus intéressant parce qu'elle n'accepte pas la situation. D'abord, le fait d'avoir une femme dirigeante, une sorcière, donc une femme avec des connaissances et un pouvoir magique dans le Disney, ce qu'elle n'est pas dans le conte, même si elle est néanmoins une femme de pouvoir et vraisemblablement cultivée. C'est une femme qui ne rend compte à aucun homme, n'a pas eu d'enfant, ça se discute aussi, et qui, par sa beauté, a du pouvoir, donc c'est quand même quelque chose la reine. Certaines interprétations, dont celle de Bruno Bettelheim, postulent que la reine est en fait la mère de Blanche-Neige. Elle serait la version mauvaise mère, par opposition à la bonne mère qui disparaît d'ailleurs dans le conte une fois que l'enfant est né. Que dans l'enfance, ta mère se pose comme ta rivale dans le conflit oedipien autour de ton père. Le miroir me ferait pencher sur cette interprétation parce que le miroir renvoie les 2 femmes l'une face à l'autre. On dirait d'une petite fille devant sa mère, elle est ton portrait tout craché. La reine ne retrouve plus dans son miroir le reflet de sa beauté qui lui renvoyait autrefois. Mais c'est dans le visage de sa fille qu'elle se revoit
telle qu'elle était. Du coup, il y a dans le conte un paquet d'allusions au sang, que ce soit puberté ou ménopause, à la fertilité. Par exemple, le fait que dans le conte de Grimm ou dans d'autres variantes, la reine exige non pas d'avoir le cœur de Blanche-Neige, mais ses viscères ou ses entrailles. Et c'est pour ça que le prince va finalement sortir du saloir à la fin, alors qu'on aurait pu s'en passer complètement. Parce que le prince est là pour marquer le fait que Blanche-Neige est entrée dans sa vie de femme. Et c'est donc le jour du mariage, le jour où Blanche-Neige passe une nouvelle étape, que la reine reçoit sa punition. Du coup, ce qu'on a dans le conte, ce sont les 3 âges, l'enfant innocente, blanche comme la neige, la jeune fille désirable, rouge comme le sang des règles, de la défloration et de l'enfantement, et le noir de la vieille femme dont on ne veut plus. Blanche-Neige, quoi, c'est un conte qui devrait s'appeler Heures et malheurs de la féminité, c'est un récit d'initiation. Et pas Blanche-Neige, leader Maxima. Donc, s'il y a misogynie là-dedans, oui, il y en a d'une certaine manière sur le fait que, passé un certain âge, une femme ne soit plus désirable et devient simplement bonne à jeter, quoi. A bad apple, on dirait en anglais, une pomme pourrie, un poison, ce qui est parfaitement véhiculé par le misogyne en chef qui est grincheux dans l'affaire, celui qui n'aime ni l'amour ni les bonnes femmes, et encore moins la reine qu'il va traiter illico presto de vieille sorcière, une insulte qui, elle, n'a pas pris une ride, quelle que soit l'époque où elle a été prononcée. Il y a qu'à aller faire un tour sur Twitter, ça va très vite. Du coup, cette histoire de Blanche-Neige est toujours d'actualité, même si l'avènement des cougars et des milfs, notez quand même les titres franchement peu valorisants, semble montrer qu'une femme peut être désirable passé 40 ans. Il faut presque se féliciter d'ailleurs d'avoir gagné quelques années, parce qu'à une époque, passé 35, t'étais has-been, hein. La flèche du compteur se déplace très très lentement, bien plus lentement que pour les hommes, qui peuvent aller où ils veulent, hein, d'ailleurs. Être vieux n'a jamais été un problème. Mais encore une fois, partir dans la question de Blanche-Neige leader n'a rien de subversif, c'est paresseux et complètement à côté du propos. Mais vas-y, hein, si tu veux, hein, Blanche-Neige leader, Belle au bois dormant leader, Cendrillon leader, tu peux toutes les collectionner, elles sont toutes interchangeables, hein. Même si toutes les femmes n'ont pas envie d'être leader, et même si, en fait, si tu réfléchis de facto, la reine et Blanche-Neige, elles dirigent déjà tout leur petit monde dans la version de 1937. Dans l'histoire, ce n'est pas Blanche-Neige qui n'arrive pas à trouver sa place, elle a après tout l'insolente fortune de la beauté et de la jeunesse pour elle. Elle a rien à faire en fait, ça lui tombe tout cuit dans la bouche direct, un peu comme ton rôle, Rachel. S'il doit y avoir subversion, c'est du côté de la reine, qui est l'élément provocateur et rebelle de l'histoire. Presque la plus féministe, justement, parce que la plus conspuée, parce qu'elle a du pouvoir, alors qu'on n'aime pas les femmes de pouvoir, parce qu'elle refuse d'obéir à l'ordre naturel des choses, et parce qu'elle veut écrire une histoire où elle serait la protagoniste principale, alors que, comme le prouve le titre du conte, c'est un combat perdu d'avance. Un peu comme les actrices de plus de 40 ans qui se battent pour des miettes de rôle en fait. Moi je veux bien, hein, Rachel, que ta Blanche-Neige devienne le leader que son père aurait voulu qu'elle soit. Mais c'est pas l'histoire! C'est un récit d'initiation. C'est un conte d'avertissement pour alerter sur le danger des inconnus et leurs offres alléchantes. Mais surtout d'avertissement sur les dangers de la beauté mortifère et du refus d'accepter le temps qui passe. Ainsi que sur les bitcheries entre filles. Donc crois-moi, à Hollywood, Rachel, c'est un conte utile entre les Weinstein, les chirurgiens esthétiques qui te promettent beauté et jeunesse éternelle, et les guerres pour la pêche au rôle avec les copines. Cette histoire a encore toute sa valeur. Et puis je tiens à dire que si on revient sur le conte de Grimm, on ne nous promet jamais ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants en fait, hein. L'histoire se termine sur la danse macabre de la reine. On sait même pas si Blanche-Neige va être heureuse. Comme je l'ai dit à un moment, Blanche-Neige, possiblement, ce sera la reine dans quelque temps. On se retrouve dans un système de poupée gigogne où l'une va remplacer l'autre de manière infinie, comme des reflets dans un miroir. Merci encore à vous d'avoir suivi cet épisode sur Blanche-Neige. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode.